Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres. Le chef de l'État a présidé ce matin les travaux de la 16e séance du Conseil des ministres. Dans l'actualité internationale, une soixantaine de camions d'aide humanitaire ont franchi le point de passage de Rafah, d'aide destinée aux Palestiniens. Comme tous les mardis, le chef de l'État et chef du gouvernement a présidé la 16e séance du Conseil des ministres où 11 questions étaient inscrites à l'ordre du jour avec une prédominance des budgets de plusieurs institutions étatiques. Le porte-parole du gouvernement nous fait le point. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue donc la 16e séance du Conseil des ministres en ce mardi 24 octobre 2023. 11 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi de finances portant approbation, donc adoption du budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2023. Le projet de loi rectificatif a pour objet la révision des prévisions budgétaires de la loi de finances initiale 2023. Ce budget rectificatif est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 153 milliards 700 millions de francs djibouti. Le budget rectificatif est en hausse à l'ordre de plus de 2,8 milliards de francs djibouti par rapport au budget initial 2023. Le contexte de forte tension internationale, l'inflation mondiale et la crise énergétique ont quelque peu impacté les prévisions. Cependant, notre pays enregistre une légère reprise de la croissance avec une amélioration des activités portuaires et un secteur de la zone franche qui affiche une croissance plus élevée. L'inflation est maîtrisée et estimée à 2,9% grâce à une baisse des prix des produits de base et les subventions mises en œuvre par les autorités dans les secteurs de l'alimentation et des produits pétroliers. Cette révision budgétaire a porté sur les différents postes, à savoir les patentes et les licences, ainsi que la fiscalité indirecte, avec l'introduction de nouvelles mesures concernant la surtaxe sur les papiers d'impression, la surtaxe sur les eaux de toilette et la surtaxe sur les parfums. Les objectifs dans le cadre de cette loi rectificative demeurent la rationalisation des dépenses publiques, la recherche d'économies et l'amélioration tangible et plus performante des résultats de l'administration fiscale. Ce projet de loi illustre la volonté du gouvernement de maintenir un cadre budgétaire propice à la croissance économique et au développement. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique ODEC pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Les comptes financiers de l'ODEC pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produits et en charges. En produit d'abord à 573 841 000 francs djibouti et en charge à 544 980 000 francs djibouti avec un résultat de 28 860 000 francs djibouti. Le résultat de l'exercice est en augmentation par rapport à l'exercice précédent, soit 17,8 millions d'augmentation, et il s'élève à 28,8 millions en 2022 contre 11 millions de francs en 2021. Les produits de l'ODEC connaissent une baisse aussi, moins 91 millions de francs djibouti et s'élèvent à 573,8 millions de francs en 2022 contre 665 millions de francs djibouti en 2021. En 2022, l'ODEC a investi 119 millions de francs djibouti en construction, en installation technique et en matériel et outillage. Au cours de ces exercices, il ressort que l'ODEC a pu réaliser les activités telles que les études de surface et des études complémentaires sur les différents sites géothermiques, notamment le site du Nord Goubet, à Lol et le lac Assal Ouest. La troisième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite pour les exercices 2018, 2019, 2020. Les comptes financiers de la CMR pour l'exercice 2020 donc est arrêté en produit à 2 148 millions de francs djibouti et en charge à 2 292 millions de francs djibouti avec un concours de l'État qui s'élève à 143 989 000 francs djibouti. Les exercices
antérieures de la Caisse ont également été apurées pour les exercices donc 2018 et 2019. Les comptes financiers de la CMR pour l'exercice 2019 sont arrêtés en produit à 2 milliards 057 millions de francs Djibouti et en charge à 2 milliards 192 millions de francs Djibouti avec un concours de l'État à hauteur de 135 millions de francs Djibouti. Les comptes financiers de la CMR pour l'exercice 2018 sont arrêtés en produit à 1 milliard 971 millions 305 000 francs Djibouti et en charge à 2 milliards 101 millions de francs Djibouti avec un concours de l'État de 130 millions de francs Djibouti. La quatrième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers du Centre d'études et de recherche de Djibouti, donc plus connu sous l'abréviation CERD, pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Les comptes financiers du CERD pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 844 480 000 francs Djibouti et en charge à 829 132 000 francs Djibouti avec un résultat excédentaire de 15 348 000 francs Djibouti. Le résultat de l'exercice précédent donc marquait une augmentation de 28,4 millions. Il s'élève à 15,3 millions en 2021 contre un montant négatif de 13 millions en 2020. Les produits du CERD connaissent une progression donc de plus de 67 millions de francs Djibouti et s'élèvent à 844 400 000 francs Djibouti en 2021 contre 777 millions en 2020. Les charges totales du CERD connaissent une progression et s'élèvent à 829 millions en 2020. Les charges de personnel augmentent et se chiffrent à 657 millions de francs Djibouti. En 2021, le CERD a investi 26,9 millions de francs Djibouti en matériel, outillage et en matériel de transport. Et dans le même sillage, il a été question des projets de décret portant sur la centrale solaire. Écoutons le porte-parole du gouvernement. La cinquième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Université de Djibouti pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Les comptes financiers de l'université sont arrêtés pour 2021 en produit à 3 milliards 391 millions de francs Djibouti et en charge à 3 milliards 587 millions de francs Djibouti avec un résultat déficitaire de moins 195 millions de francs Djibouti. Les produits de l'exercice augmentent donc de plus de 84 millions et s'élèvent à 3 milliards 391 millions de francs Djibouti en 2021 contre 3 milliards 307 millions de francs Djibouti en 2020. Ces produits sont constitués des droits d'inscription de la formation initiale, 165,5 millions, et des droits d'inscription de la formation continue, 82 millions de francs Djibouti, ainsi que la subvention de l'État. L'Université de Djibouti a accueilli 11 216 étudiants en 2021, soit une augmentation des effectifs de 4%, et les comptes financiers de l'université pour l'exercice 2020 sont arrêtés en produit à 3 milliards 307 millions de francs Djibouti. L'Université de Djibouti a accueilli 10 746 étudiants en 2020. L'effectif du personnel s'élève à 567 personnes. Les comptes financiers de l'université pour l'exercice 2019 sont arrêtés en produit à 3 milliards 250 millions. En 2018, l'université a investi 1,8 milliard de francs Djibouti en construction, en matériel de transport, bureautique, informatique ainsi qu'en manuel. Les comptes financiers 2018 de l'université se présentent en produit à 3 milliards 98 millions de francs Djibouti et l'université de Djibouti a accueilli 9 267 étudiants en 2018. La sixième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti. Les comptes financiers de l'aéroport pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 2 milliards 975 millions de francs Djibouti et en charge à 3 milliards 296 millions de francs Djibouti avec un résultat net déficitaire de moins 345 millions de francs Djibouti. Les produits d'exploitation augmentent de 22%. En 2021, l'aéroport a procédé au lancement de 3 grands chantiers prioritaires, à savoir la construction d'une nouvelle tour de contrôle, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et l'achat d'un nouveau camion à incendie. La septième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne de l'administration pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021. Les comptes financiers de l'INAP pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 135 millions et en charge à 108 891 000 francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 26 184 000 francs Djibouti.
Les produits de l'exercice augmentent et s'élèvent donc à 135 millions de francs djibouti contre 117 millions en 2020. Les charges totales de l'INAP augmentent et s'élèvent à 108 millions en 2021 contre 99 millions en 2020. Les principaux postes sont autres achats et services externes et les charges de personnel. La 9e question concerne un projet de décret qui a pour objet l'approbation des conclusions de l'évaluation préalable du projet de la centrale solaire. Le projet de décret approuve l'évaluation du projet de centrale solaire du Grand Bara développé en partenariat public-privé entre le gouvernement djiboutien et la société privée des Émirats arabes unis, AMEA, Power Limited, et ce, conformément à l'article 16 de la loi numéro 2017-186 du 29 mai 2017 relative au partenariat public-privé. Ce projet important répond à la prise de position du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique en favorisant les mécanismes d'adaptation à long terme, à savoir la production énergétique par le biais des énergies propres. Ce projet s'inscrit donc dans la stratégie des autorités pour la diversification des sources d'énergie et l'objectif étant de faire de Djibouti un pays utilisant l'énergie verte à 100% à l'horizon 2035. La 10e question concerne un projet d'arrêté modifiant donc l'arrêté numéro 2023-072 PR du 18 avril 2023 portant approbation d'une parcelle de terrain au profit de l'ambassade des Émirats arabes unis. Cette parcelle d'une superficie de 5000 m² est située à Haram Sud, lot 319 bis. La 11e question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne de développement pour l'exercice 2022. Les comptes financiers de l'ADDS pour 2022 sont arrêtés en produit à 609 millions de francs djibouti et en charge à 567 millions de francs djibouti avec un résultat net de 41 millions de francs djibouti. Dans le cadre de ces missions de gestion et d'exécution des projets, l'ADDS a réalisé des investissements pour un montant de 2,6 milliards de francs djibouti en 2022 par le biais de fonds mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers. Dans le reste de l'actualité avec cet atelier sur le renforcement des capacités du personnel enseignant dans le milieu scolaire, c'est en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec l'UNESCO, axé sur la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cet événement d'importance s'est déroulé du 23 au 25 au Palais du Peuple. L'atelier a été officiellement lancé par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, qui a souligné l'engagement du gouvernement djiboutien envers la préservation et la promotion du patrimoine culturel immatériel. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de nombreuses personnalités, dont les experts nationaux et internationaux, le secrétaire général de l'UNESCO, Mohamed Moussayabe, la directrice de la culture, du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des conseillers du département en charge de la jeunesse et de la culture, des conseillers pédagogiques venus des différentes régions de Djibouti, ainsi que des enseignants passionnés. L'atelier a été co-animé par deux experts, Idriss Moussa, conseiller de la ministre de la Jeunesse, et l'expert national qui a apporté son expertise dans la mise en œuvre de la Convention de 2003. On va dans le bon sens de la Convention, qui est le respect mutuel, le respect de la culture de l'autre et le respect de soi. Parce qu'en respectant les autres, on se respecte. Je suis donc content d'avoir animé. Et c'est d'ailleurs le premier atelier de ce type destiné uniquement aux enseignants. En général, on fait de la formation pour... J'encourage donc le pays dans cette bonne démarche qui est une initiative importante dans ce cadre de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de la mise en valeur de la Convention 2003. Écoutons à présent le mot du secrétaire général de l'UNESCO, M. Mohamed Moussayabe. Je crois fermement que l'intention est louable, le fait que vous avez voulu partager avec la famille éducative les tenants et les aboutissants de cette convention. Et surtout les enseignants, les conseillers pédagogiques qui jouent un rôle important dans la transmission de notre culture, de notre patrimoine, et matériel et immatériel. J'ai envie de dire, je ne vous apprends rien du tout si j'ai dit que Djibouti regorge des patrimoines matériels et immatériels. Je pense que les deux mots clés de cette convention, c'est sauvegarder et valoriser. Le plus important.
Et l'UNESCO se démène pour mettre en valeur les savoirs endogènes, les savoirs qui appartiennent aux communautés. Et pour dire un mot sur le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère, Madame la ministre la connaît très bien, c'est un ministère qui se remet en cause et qui propose assez souvent des réformes curriculaires. Donc, moi, j'ai envie de dire que vraiment, le ministère de la Culture a choisi les bonnes personnes parce que c'est vous et les enseignants qui allez valoriser ces patrimoines immatériels. Et je pense que vous avez un rôle à jouer. Donc, j'espère que monsieur l'expert aura des oreilles attentives et je suis sûr que la famille éducative saura transmettre l'importance de notre patrimoine immatériel, Inch'Allah. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Écoutons à présent un extrait de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Vous savez, tout processus de conservation et de valorisation de nos patrimoines culturels immatériels ne pourra être accompli sans la phase de transmission aux jeunes générations, qui doivent s'en approprier conformément à la déclaration de la Convention 2003 qui stipule la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde. Ainsi, la nécessité d'enraciner nos jeunes dans leur dans la richesse et la diversité de leur environnement culturel pour pouvoir qu'ils puissent s'ouvrir au monde induit que les enseignants soient des acteurs actifs de la transmission. Donc, chers éducateurs, cet atelier auquel vous participez constitue, vous l'aurez compris, une étape importante de tout processus d'inscription d'un PCI au registre universel de l'UNESCO, comme celui qui nous réunit aujourd'hui, qui sera finalisé en décembre prochain, où l'inscription officielle sera déclarée lors de la 18e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du PCI à Botswana. En effet, il s'agit de partager avec vous les différents aspects de cette première inscription, qui est un succès, de s'imprégner de ses atouts en termes de valeurs culturelles et de transmettre les connaissances aux jeunes du milieu scolaire. Vous savez que chaque patrimoine culturel immatériel véhicule de riches et diverses transmissions sur plusieurs registres. En termes de tradition et expression orale, puisqu'il y a tout un répertoire de chants qui est associé. En termes de pratiques sociales coutumières. En termes de rituels et d'événements festifs. En termes surtout de savoir-faire ancestraux liés à l'artisanat traditionnel, entre autres exemples. Non de moindre, ce travail des transmissions des éléments collectés et étudiés se fera aussi grâce au concours des nouvelles technologies. Également dans l'actualité, l'inspection générale de l'État de la République de Djibouti a ouvert les portes du Kempinski Palace Hotel pour accueillir la 13e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, le FIGE. Cet événement de 2 jours qui se tiendra donc du 24 au 25 octobre réunit des délégations venues de Djibouti, de la Mauritanie, de Burkina Faso, de la République démocratique du Congo, de Madagascar, de l'Angola. Les discussions lors de cette réunion visent à partager les meilleures pratiques et les leçons apprises dans le domaine d'expertise des institutions membres du FIGE. L'objectif est d'aider les inspections générales d'État à relever les défis liés à l'amélioration de la gouvernance publique, à la lutte contre la corruption et au renforcement de la transparence, contribuant ainsi à une utilisation efficace et efficiente des ressources publiques en Afrique. Le secrétaire exécutif du FIGE a également présenté les rapports d'activité et financiers de l'année 2022, ainsi que d'autres points à l'ordre du jour pour l'approbation du comité directeur. Je me joins à vous dans ce forum vital et opportun en tant de nouvelle inspecteur général de la République, de l'administration d'État d'Angola et le vice-président du comité directeur de cet organe. Au cœur de cette nouvelle législature angolaise 2022-2027, j'ai été en charge de la mission ardue et noble d'être le gardien du contrôle interne et du bon fonctionnement de l'administration publique angolaise
par son Excellence, le chef du pouvoir exécutif, João Manuel Gonçalves Flores. Excellence, nous sommes les gardiens de l'intégrité, les défenseurs de la transparence et les champions de la justice dans nos institutions. Notre travail n'est pas seulement une responsabilité, c'est un engagement sacré envers les citoyens que nous servons et envers la construction d'une société plus juste et équitable. Aujourd'hui, réunis ici, nous sommes une force imparable à rechercher de la vérité. Nous sommes unis par un objectif commun. Éradiquer la corruption, dénoncer l'injustice et veiller à ce que les ressources publiques soient utilisées pour le bien commun. Voici à présent un extrait de l'intervention du président du comité directeur du FIJ. C'est pour moi un immense honneur et un réel plaisir de prendre la parole la 13e réunion ordinaire annuelle du comité directeur du Forum des inspections générales d'État, notre organisation commune. En cette circonstance heureuse où les membres du comité directeur se retrouvent pour débattre et échanger sur les questions qui concernent le fonctionnement et l'avenir du FIJ, il m'est agréable d'adresser mes vifs remerciements aux autorités nationales de la République de Djibouti. Je remercie particulièrement Son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et son gouvernement pour avoir autorisé et permis la tenue de ces assises, des présentes assises en terre djiboutienne. Je profite de cette occasion pour féliciter l'Inspection générale d'État de Djibouti, qui assure le secrétariat exécutif du FIJ, pour la bonne préparation de cette réunion, en dépit des contraintes de diverses natures auxquelles elle peut être confrontée. Mesdames et messieurs, depuis sa création en 2006, notre organisation s'est donnée comme ambition, à travers la déclaration de Djibouti de 2006 et par le biais de ses statuts, de devenir un acteur incontournable de la réflexion évaluative et prospective en matière de gestion publique. Lors de son discours d'ouverture, l'inspecteur général de l'État de Djibouti, également secrétaire exécutif du FIJ, a salué les délégations présentes et a souligné l'importance du rôle des inspections générales d'État dans la mise en œuvre des politiques publiques et la gouvernance des affaires publiques. On l'écoute. Le Forum des inspections générales d'État revêt une importance particulière dans le paysage actuel. À une époque où les gouvernements respectifs de nos pays ont fait le choix de mettre au cœur de leur politique publique la responsabilité et l'efficacité, le rôle des inspections générales d'État, organismes de contrôle rattachés au chef de l'État, est plus crucial que jamais pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des orientations fixées par nos chefs d'État respectifs dans la gestion des affaires publiques. Au cours de nos travaux, nous aurons l'occasion d'échanger des idées novatrices, des meilleures pratiques et des leçons apprises dans nos domaines d'expertise respectifs. Le but de notre forum est de nous aider à relever ensemble les défis auxquels nous sommes confrontés pour apporter notre contribution dans le processus d'amélioration de la gouvernance publique, de la lutte contre la corruption et le renforcement de la transparence nécessaire pour garantir une utilisation efficace et efficiente des ressources publiques dans nos pays. Chers membres du comité directeur, comme vous le savez tous, cette importante rencontre participe pleinement à la vie de notre organisation et c'est l'occasion de discuter notamment des réalisations de l'année 2022 et des perspectives d'avenir de notre organisation commune dans le long chemin de son développement. Ainsi, dans la poursuite de nos objectifs stratégiques, le FIJ a organisé à Djibouti en juin 2022 la 12e réunion du comité directeur et le 8e colloque international du FIJ sur le thème gouvernance et performance publique, placé sous le haut patronage du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui soutient notre organisation depuis sa création à Djibouti en 2006. Par sa participation à la cérémonie d'ouverture,
le président de la République a réaffirmé son attachement au renforcement de la bonne gouvernance et à l'intégrité dans le secteur public au niveau national et continental. La République de Djibouti se prépare à faire face à des conditions météorologiques exceptionnelles alors que le cyclone Tej se rapproche de la région. Les dernières mises à jour de prévisions météorologiques indiquent que le cyclone Tej se trouve actuellement dans le centre-ouest de la mer de Oman, à environ 280 km au nord-ouest de Socotra, au Yémen, 250 km au sud-sud-ouest de Salalah, à Oman, et 140 km au sud-est de l'Al-Gaïda, au Yémen. Dans l'actualité également, donc dans cette édition, nous allons aborder et ces préventions. Donc les conditions de navigation en mer peuvent être dangereuses. Il est donc conseillé de rester à terre pendant cette période. Ce bulletin de prévision météorologique sera mis à jour en cas de changement significatif dans la situation météorologique. La sécurité de nos concitoyens est une priorité. C'est ce qu'a indiqué l'Agence nationale de la météorologie. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, en collaboration avec le gouvernement allemand, a tenu hier sa 4e réunion annuelle du comité directeur du Fonds régional pour les migrations à l'hôtel Sheraton. L'événement de 2 jours s'est concentré sur l'examen des progrès et de la performance financière du RMF et sur la formulation des recommandations pour les engagements futurs. La réunion a réuni virtuellement des participants du directeur de l'immigration, du directeur des affaires des réfugiés et des rapatriés et des représentants du ministère des Affaires étrangères et des États membres de l'IGAD, des ONG partenaires de mise en œuvre de l'IGAD, des agents de liaison de l'IGAD dans les localités transfrontalières et des représentants de la coopération allemande et de la Banque allemande de développement. Mme Fathi Alwan, représentant le secrétaire exécutif de l'IGAD, a souligné les progrès significatifs accomplis dans la mise en œuvre du RMF dans la région de l'IGAD. Elle a salué les efforts de l'IGAD, de ses États membres et du gouvernement allemand, notant que les activités du RMF touchent progressivement les communautés et produiront bientôt des résultats positifs. La réunion aboutit à l'examen du rapport annuel d'avancement, à l'approbation de nouveaux sites d'intervention et à des recommandations pour une mise en œuvre harmonieuse ainsi qu'à l'adhésion politique des États membres. Chers délégués, l'IGAD, en tant que regroupement régional, a dès 2012 élaboré et développé un cadre politique commun pour une meilleure gestion de migration régionale. Ce cadre aussi global a été adopté lors du 72e réunion du Conseil des ministres de l'IGAD et aussi en outre, ces efforts que nous déployons au sein de l'IGAD sur le plan de la formulation des cadres politiques communs s'accompagnent aussi du lancement de toute une série d'initiatives, des programmes et des projets au niveau local avec pour objectif immédiat notre volonté à agir directement et de manière positive sur le quotidien des migrants et des déplacés et des communautés accueil. Et l'ambassadeur Guélé Idriss Omar a souligné l'importance du programme de migration de l'IGAD pour assurer une migration sûre et ordonnée dans la région. On l'écoute. Cette réunion revêt d'une importance particulière car elle nous offre l'occasion de faire le point sur le progrès accompli en 2022 et en 2023. Depuis le cadre du programme de migration de l'IGAD, nous examinerons également la performance financière de l'année en cours et discuterons des perspectives pour les années à venir en mettant l'accent sur l'année 2024. L'objectif de cette réunion est de garantir que notre programme de migration continue de répondre aux besoins et aux attentes des États membres de l'IGAD, tout en respectant les principes du Pacte mondial pour les migrations. Le programme de migration de l'IGAD est une initiative cruciale qui vise à établir les bases d'une migration sûre, ordonnée et régulière dans notre région. Conformément aux exigences prises dans le Pacte mondial pour les migrations, nous nous efforçons de promouvoir des politiques migratoires qui garantissent
que la migration soit volontaire et régulière. Nous accordons une importance primordiale aux droits humains des migrants et à la collaboration entre tous les acteurs impliqués, y compris les migrants eux-mêmes, les pays d'origine, de transition et de destination. Djibouti a marqué une étape significative dans sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en organisant une formation de 3 jours à l'hôtel Kepensky en collaboration avec Gafi Moine. Eh bien, cette initiative, présidée par le procureur général et le coordinateur national, Jamar Suleiman Ali, a réuni virtuellement les responsables de Gafi Moine et le MENA Fatif pour discuter du processus d'évaluation mutuelle. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des parties prenantes impliquées dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Au cours de ces 3 jours, les participants auront l'occasion d'approfondir leurs connaissances sur ces questions cruciales. Les modules de formation prévus offriront une vue d'ensemble du processus d'évaluation mutuelle et des responsabilités des autorités impliquées. De plus, les sessions se pencheront sur l'efficacité de l'évaluation en examinant les meilleures pratiques et en mettant en évidence l'importance de la collecte d'informations qualitatives et quantitatives. Parce qu'elle nous permet de savoir, comme l'a rappelé M. Chekib Eladib, le processus, les différentes étapes de ce processus d'évaluation mutuelle des Djibouti et de ce qu'on attend de nous exactement. Donc votre présence est très importante. Je vous en remercie et je vous souhaite bon courage. Cette réunion a été le prélude à la formation en cours, soulignant ainsi l'engagement ferme de Djibouti à lutter contre ces menaces à la sécurité nationale. Rappelons que les 2 premiers jours de cette formation sont destinés aux autorités publiques et aux corps constitués, alors que le 3e jour sera consacré au secteur privé et financier de Djibouti. Cette formation de 3 jours est un pas de plus vers un Djibouti plus résilient face aux menaces financières et terroristes. Dans une atmosphère empreinte de chaleur et de partenariat, les locaux de l'aviation civile de Djibouti ont récemment accueilli une cérémonie mémorable, là où l'histoire s'est écrite avec la signature officielle du renouvellement de la Convention de coopération en matière de sûreté de l'aviation civile entre Djibouti et la France. Cet événement significatif a été marqué par la présence de Daoud Ali Abdou, le directeur général de l'aviation civile de Djibouti, ainsi que par l'ambassadrice de France à Djibouti. Eh bien, ce nouvel accord éclatant renforce les liens entre ces 2 nations. En matière d'aviation civile, il couvre des domaines cruciaux tels que la gestion de l'espace aérien, la sécurité aérienne et la formation du personnel. Le renouvellement de cette convention témoigne du dévouement sans faille de Djibouti et de la France à l'idée d'une coopération internationale pour garantir un ciel sûr et efficient tout en favorisant la croissance continue de l'industrie de l'aviation. Cette réunion revêt une importance majeure pour les relations bilatérales entre Djibouti et la France, confirmant ainsi l'engagement partagé de ces 2 pays envers la sûreté de l'aviation civile, une pierre angulaire du succès de ce secteur vital. Dans son discours, le directeur général de l'aviation civile, Daoud Ali Abdou, a chaleureusement remercié la France pour son rôle essentiel dans ce partenariat. On l'écoute. Réaction donc on aura dans nos prochaines éditions. Depuis samedi, une 60aine de camions d'aide humanitaire ont franchi le point de passage de Rafah. C'est toujours une goutte d'eau pour l'ONU, mais peut-être le début de flux continu promis par Joe Biden. Un 3e convoi d'aide humanitaire a pu entrer dans la bande de Gaza. C'est encore trop peu, mais c'est peut-être le début de ce flux continu promis par Washington. Des sources du Croissant Rouge égyptien ont confirmé qu'une 20aine de camions a été passés ce lundi, hier, donc par le poste frontière de Rafah, transportant des médicaments, du matériel médical et du lait maternisé. La cargaison a été inspectée par des fonctionnaires israéliens dans une autre zone frontalière avant d'être autorisés à entrer dans le territoire palestinien. Les 2 premiers convois composés de près de 40 véhicules sont arrivés à Gaza au cours du week-end. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité.
Prochain rendez-vous de l'information à 22h. Je vous souhaite à tous un agréable après-midi.